Bienvenue sur le podcast du site cétacé.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachalots, orques et marsouins. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers acoustique absolument fascinant des cétacés. Et pour nous guider dans ce monde sonore sous-marin, nous avons avec nous notre invitée experte. Ensemble, on va essayer de comprendre comment ces mammifères marins utilisent les sons, la diversité incroyable de leur voix, si on peut dire, et puis jusqu'où peuvent porter leurs messages. Absolument. Et c'est vrai que le son, pour eux, c'est bien plus qu'un outil. C'est fondamental pour leur survie, en fait. Ça leur permet de communiquer, bien sûr, mais aussi de se repérer, de chasser dans cette immensité parfois très sombre de l'océan. Alors justement, commençons par les bases. Comment est-ce qu'on peut distinguer les cétacés par les sons qu'ils émettent? J'imagine que tout le monde ne parle pas de la même façon sous l'eau. Non, exactement. On peut, disons, les classer en trois grandes catégories acoustiques. Alors, d'abord, on a les géants, comme les baleines à fanon, les mysticètes. Eux, ils utilisent des basses fréquences, des sons très très graves. Les infrasons, c'est ça? Voilà, des infrasons en partie. Ensuite, il y a la plupart des baleines à dents, les odontocètes, dauphins, cachalots par exemple, qui eux emploient plutôt des hautes fréquences. Et enfin, certains petits odontocètes et aussi les cétacés d'eau douce qui vont vers les très hautes fréquences. D'accord. Et du coup, la palette sonore totale, elle est immense. Ça va bien au-delà de ce que nous, on entend, hein. Notre audition, c'est 20 Hz, 20 kHz à peu près. Oui. Eux, ça couvre de 10 Hz, donc vraiment très bas, jusqu'à parfois plus de 150 kHz, des ultrasons. Disserte, c'est fou. Prenons la baleine bleue, par exemple. Le plus grand animal du monde. Comment elle communique? Alors elle, justement, elle utilise ces infrasons entre 10 et 25 Hz, et souvent c'est très précis, autour de 16 Hz. Ah oui? Et pourquoi si précis? Cette précision, elle est remarquable, on pense que ça leur permet de se localiser mutuellement, peut-être en détectant les toutes petites variations de fréquence dues au mouvement de l'autre. C'est l'effet Doppler, en Comme fait. la sirène d'une ambulance. Exactement, le son qui change quand elle s'approche ou s'éloigne. Et attention, ces sons sont hyper puissants, jusqu'à 188 décibels. 188? C'est énorme! Oui, bien plus fort qu'un avion au décollage. Et c'est ça qui leur permet de traverser plus de 1000 km d'océan. 1000 kilomètres. C'est une échelle de communication qu'on a du mal à imaginer, nous. Et la baleine à bosse? Ah, la baleine à bosse, c'est la virtuose. Son répertoire, c'est le plus élaboré de tous les mysticètes. Les mâles, surtout, ils produisent des chants très structurés. C'est fait d'unités sonores qui forment des phrases, puis des thèmes. C'est complexe. Vraiment comme une musique. En quelque sorte, oui. La gamme de fréquences est plus large, de 30 à 8000 Hz, même si la base reste dans les graves, vers 10-20 Hz. C'est une forme de communication très sophistiquée. Le rorqual commun, lui, il est un peu plus, disons, sobre. Des pulsations graves entre 16 et 40 Hz, mais très puissantes aussi, autour de 184-196 décibels. D'accord. Passons maintenant des maîtres des graves aux experts des aigus. Les odontocètes. Le cachalot, par exemple, qui chasse dans les grandes profondeurs. Le son l'aide. Ah oui, et son système est d'une complexité fascinante. Le cachalot, il utilise surtout des clics. D'abord pour l'écholocation. Il envoie un son et il analyse l'écho pour voir ce qu'il y a autour. Ses proies, dans le noir complet des abysses. C'est son sonar naturel, en fait. C'est ça. Et ces clics d'écholocation peuvent être incroyablement puissants. Tenez-vous bien, jusqu'à 236 décibels. C'est le son le plus fort produit par un animal sur Terre. 236, c'est ahurissant. Il n'utilise pas que ça. Il a aussi des séquences de clics spécifiques qu'on appelle les codas, entre 0,2 et 14 kHz, qui servent, elles, à communiquer avec les autres cachalots. Et puis d'autres clics encore pour la chasse elle-même. C'est très élaboré. Et le beluga, on le surnomme le canari des mers. Et j'imagine que son répertoire est très différent. Très différent, oui. Le surnom est tout à fait mérité. Le beluga a une variété de sons juste stupéfiantes. Des sifflements, des clics, des cris, des sortes de meuglements. On parle de milliers de vocalisations distinctes. Peut-être même 150 000 chants différents selon certaines estimations. Incroyable. Il communique sur une large gamme entre 0,1 et 12 kHz, mais ces sifflements pour l'écholocation peuvent monter très haut, jusqu'à 250 kHz. Le grand dauphin, lui aussi, combine sifflements jusqu'à 24 kHz pour la communication sociale. On pense même qu'ils ont des signatures vocales propres à chaque individu. Une sorte de nom.
Peut-être bien, oui. Et puis il utilise des clics très aigus, vers 110-130 kHz, pour l'écholocation, pour avoir une image sonore très précise de son environnement. L'orque fait pareil en adaptant ses fréquences, vers 16 kHz pour communiquer et plus haut pour l'écholocation. On a parlé des 1000 km de la baleine bleue. Certains sons vont encore plus loin que ça, hein. J'ai lu des chiffres comme 6000 km. Comment c'est possible? Oui, c'est possible. Le son du rorqual commun, par exemple, pourrait théoriquement être entendu à des milliers de kilomètres dans certaines conditions. Le chant de la baleine à bosse aussi, on parle de plus de 6000 km parfois. Mais comment? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, l'eau conduit le son beaucoup mieux que l'air, à peu près 5 fois plus vite, environ 1500 mètres par seconde. Ensuite, les basses fréquences, les infrasons, se propagent particulièrement bien. Elles perdent peu d'énergie sur la distance. D'accord. Et puis, il y a un phénomène particulier dans l'océan, c'est ce qu'on appelle le canal SOFAR. C'est une couche d'eau, vers 1 kilomètre de profondeur en général, où la combinaison de la température et de la pression fait que la vitesse du son est minimale. Ah oui. Et ça fait quoi? Les sons qui sont émis à cette profondeur ont tendance à y rester piégés comme dans un guide d'onde. Ils peuvent voyager sur des distances considérables, vraiment très loin avec très peu d'atténuation. C'est une sorte d'autoroute acoustique naturelle. On estime que les baleines peuvent communiquer efficacement jusqu'à environ 600 km grâce à ça. Une autoroute sonore. Fascinant. Ça éclaire peut-être un peu le mystère de cette fameuse baleine 52 Hertz. Cet individu solitaire dont on capte le chant mais qui semble unique. Oui, c'est une des hypothèses. Son chant est centré autour de 52 Hz. C'est beaucoup plus aigu que les 10-20 Hz habituels pour les grandes baleines comme la bleue ou le rorqual commun. Et du coup, Du coup, il est possible que les autres grandes baleines ne reconnaissent pas cet appel, ou même ne le perçoivent pas bien. Cette fréquence atypique pourrait expliquer pourquoi il semble seul, pourquoi personne ne lui répond. C'est un cas assez touchant et encore un peu mystérieux. tout ça montre bien à quel point le son est vital pour eux. Il façonne leur existence. Mais est-ce que ce monde sonore est en danger aujourd'hui? Malheureusement, oui, très clairement. La pollution sonore d'origine humaine est un problème majeur. Le bruit des moteurs de bateaux, les sonars militaires ou civils, les explorations sismiques pour chercher du pétrole ou du gaz, tout ça augmente énormément le bruit de fond de l'océan. Et ça les gêne? Ça les masque, ça masque leur propre son. C'est un peu comme si on essayait d'avoir une conversation importante dans une pièce où il y a énormément de bruit. La portée de leur communication est réduite de façon dramatique. Vous avez un exemple, hein? Oui, pour la baleine bleue, dont on disait qu'elle pouvait communiquer sur 1600 km, eh bien, dans certaines zones très bruyantes, on estime que cette portée est tombée à 160 km. C'est une réduction de 90%. Exactement. C'est une perte énorme d'opportunités de se trouver, de se reproduire, de maintenir les liens sociaux. L'impact est vraiment considérable. C'est terrible. Donc pour résumer, on a des animaux qui ont développé au fil de l'évolution des systèmes acoustiques incroyablement sophistiqués, adaptés à leurs besoins, que ce soit pour chasser avec précision ou pour communiquer sur des milliers de kilomètres. Et tout ce monde sonore si riche est aujourd'hui perturbé par nos activités. Oui, tout à fait. Et il y a même une dimension supplémentaire qui est assez fascinante, la transmission culturelle. Des études sur les baleines à bosse dans le Pacifique Sud ont montré quelque chose d'étonnant. Ah oui? Quoi donc? Que les chants, ou plutôt des modes de chant, des thèmes musicaux en quelque sorte, peuvent se propager d'une population à l'autre sur des milliers de kilomètres. Un chant qui était populaire sur la côte est de l'Australie peut, quelques années plus tard, devenir à la mode en Polynésie française. Une transmission culturelle par le son, à travers l'océan. Exactement. Ça montre que le son n'est pas juste un outil de survie. C'est aussi un vecteur social et culturel pour elles. Et ça rend la préservation de leur environnement sonore encore plus importante si vous voulez. La culture qui voyage par le champ sous-marin, voilà qui donne une perspective assez vertigineuse et qui souligne l'urgence de protéger ce monde acoustique. Merci beaucoup pour cet échange passionnant et merci à nos auditeurs pour leur écoute. Retrouvez plus d'actualités et d'informations sur cetac.info et n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochains épisodes de notre podcast.